Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle conférence avec comme thème Virtuelle production du laboratoire à l'industrie profitable. C'est vrai qu'en termes de technologie, en 2025, la production virtuelle a atteint, on peut dire, une certaine maturité technologique. Il y a eu des avancées dans les murs LED, dans les serveurs, les différents éléments qui interviennent dans ce workflow. Reste à savoir si sur un plan économique, c'est viable. Comment on peut rentabiliser les studios, voir les usages au-delà aussi du cinéma, parce qu'on en parle beaucoup dans le cinéma, mais c'est aussi utilisé sur les plateaux, dans les émissions de télé, on le voit sur des JT, des talk-shows, etc. Et donc de voir un peu comment il y a aussi l'accessibilité possible de nouveaux talents, la formation, qui est un point fondamental dans cette adoption. Donc pour en parler autour de moi, j'ai le plaisir d'avoir donc quatre speakers. Bon, Anne Doublé, qui est Virtual Production Business Development Manager chez Sony. À ses côtés, nous avons Bruno Corsini, qui est Producer Virtual Production, c'est ça, je l'ai bien dit, chez Prodigious. À ses côtés, nous avons Pierre-Marie Boyer, qui est directeur des productions de la société Les Tontons Truckers. Et enfin, Patrick Jean, qui est directeur de Youth Studio. Peut-être une première question un peu collégiale, justement. Est-ce qu'on peut dire, c'est le titre de la conférence, est-ce qu'on peut dire qu'en 2025, la production virtuelle est sortie du laboratoire? J'ai envie de poser la première fois la question à Bruno. Est-ce qu'on est dans une phase d'expansion, une phase de standardisation, où on est encore dans un hybride? Alors, effectivement, on est dans un moment où la production virtuelle commence à être un peu établie, hein. Il y a plusieurs studios qui ont développé pas mal de technologies. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se posait tout à l'heure la question, on sait qu'il y a certains contenus qu'on va mettre dans l'écran qui sont toujours un peu compliqués, hein, d'utiliser Unreal Engine, et le fait d'être très réaliste, ça reste encore un gap qui est assez complexe. La plupart du temps, on utilise quand même pas mal de plates aussi pour essayer d'avoir du réalisme ou de l'IA, mais ça, je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Les workflows, eux, commencent à être établis, bien qu'on soit obligé encore aujourd'hui de faire énormément de pédagogie. Ça reste l'outil majeur. Moi, je fais beaucoup de démos où j'explique les choses, les workflows, le fait d'avoir de la pré-prod à la place de la post-prod. Enfin, c'est toujours les mêmes termes qui ressortent. Donc oui, les workflows commencent à être bien en place. La production virtuelle a bien évolué, mais forcément, on est encore un peu en R&D sur certains sujets. Ça va évoluer, hein, comme l'IA avance très vite. Je pense que c'est un des outils qui va nous permettre aujourd'hui d'être un peu mieux assis au niveau de la production virtuelle. Anna, des choses à rajouter par rapport à ça? Je pense que nous sommes dans le développement des outils en permanence. Quand on parle des professionnels, les caméras, on n'a pas inventé une caméra et on a arrêté de le faire. On continue à progresser. Je pense que c'est vraiment une exploration permanente parce qu'on essaie d'optimiser les process, on essaie d'économiser le budget, au contraire, on va dire, augmenter la créativité. Et pour moi, la production virtuelle, elle est toujours en développement, mais pas dans le mauvais sens de terme. Par rapport à la normalisation, je te rejoins beaucoup parce que de plus en plus, même par exemple les plateformes, ils veulent avoir le résultat quand elles commencent à tourner. Mais pour cela, il faut quand même donner quelques orientations, d'évaluer qu'est-ce que c'est comme type de mur LED, quel processeur on utilise, dans quelles conditions. Parce que bon, les murs LED, désolé, mais Broadcast, ils les utilisent depuis déjà très longtemps. Et la différence, c'est qu'on doit sentir les réalités. Et la réalité, c'est ça le plus difficile à reproduire. C'est pas un vaisseau spatial qui n'existe pas avec 5 lunes, mais c'est quelque chose qui est le plus difficile. Et je pense qu'aujourd'hui, avec résolution d'écran, les puissances de processeurs et développement des cartes graphiques, ça devient de plus en plus intéressant à utiliser dans les conditions différentes. Pierre-Marie, vous utilisez quotidiennement, je pense, que ces technologies, et avec justement cette dimension, sans que ce soit péjoratif, un peu d'industrialisation. Quel retour tu peux faire?
Nous, en effet, voilà, on a beaucoup industrialisé la production virtuelle, alors en fond vert, en LED également, mais plutôt avec des aspects de plate 2D, hein, donc on va pas envoyer de la 3D dans ces écrans, mais plutôt de la 2D. On parlait un petit peu des limites encore de faire du photoréalisme avec Unreal Engine en temps réel. En revanche, en précalculé, enfin on va dire en post-production, on va vraiment être capable de donner cette dimension de photoréalisme avec ces outils du monde du temps réel. Donc c'est vraiment ça qu'on a industrialisé, hein. Donc nous on a un pipeline voilà, qui est qui est soumis à rude épreuve, hein. On fabrique 10 000 plans par an. Avec ce pipeline pour notre série quotidienne. Et du coup, on tourne en temps réel avec une prévisualisation on-set, comme on dit, hein, donc c'est-à-dire qu'on voit l'image compositée, on tourne sur fond vert et on a ce décor d'arrière-plan qui est composité en temps réel, un peu dégradé. On enregistre toutes les datas et en post-production, on va vous recalculer le shot final avec ce décor incrusté complètement. Du coup, ça, en effet, c'est devenu très mature. Le moteur Unreal Engine est quand même extrêmement puissant. On sent que on va y arriver en temps réel, mais on n'y est pas. Pour encore réussir à faire des écrans, on disait, on trouve des subterfuges, on est capable de faire des plans voilà, avec des choses assez floues derrière, on est capable de faire des choses, mais pour avoir en tout cas la qualité qu'on obtient nous sur fond vert, on n'y est pas. Il va falloir développer les cartes graphiques, trouver des nouvelles solutions. L'IA est en train d'arriver, hein, on pourra en reparler, mais avec les nouvelles technologies comme le Gaussian splatting, on va pouvoir réussir à faire des choses. Donc ça, mais voilà, comme on dit, est-ce que c'est mature ? Il y a des segments qui sont très matures. Là, je vous dis, cette histoire de fond vert, nous, aujourd'hui, c'est totalement maîtrisé, hein. Quand on fabrique 10 000 plombs par an, ça fonctionne, quoi. Après, il y a des nouvelles choses à fabriquer et des nouvelles technologies à développer pour encore aller plus loin. Patrick ? Alors moi, c'est un petit peu différent parce que c'est pas la recherche de l'hyperréalisme, on essaie d'approcher. Et finalement, je trouve qu'aujourd'hui, finalement, les cartes graphiques, tous les 18 mois, à chaque release, en fait, on a des performances qui sont meilleures. Et c'est vrai qu'en fait, au début, on avait quand même des problèmes vraiment d'optimisation parce qu'il fallait vraiment optimiser en fait les modèles. Maintenant, ça accepte de plus en plus de choses, donc c'est un peu plus confort que quand on a commencé, en fait, tout simplement. Et en termes de techno, c'est vrai qu'on commence à aussi avoir des standards qui permettent en fait de commencer à travailler sans faire vraiment du dev à chaque fois qu'on a besoin de faire des choses, quoi. Anna, les fabricants comme Sony ont accompagné cette évolution depuis le matériel jusqu'au workflow. C'est quoi aujourd'hui les innovations principales et qu'est-ce qui rend la production, je dirais, virtuelle réellement opérationnelle ? Merci de m'avoir posé cette question parce qu'en fait, comme j'ai déjà dit, cette évolution est permanente. Est-ce que je pourrais montrer du coup mon slide ? Je pense que ça peut être un peu plus parlant parce que à chaque fois, je voudrais montrer une étude concrète de cas où c'était réellement appliqué et quand la production virtuelle joue le rôle pour réduire le budget et répondre aux besoins de clients. Donc, tout d'abord, je voulais juste, désolé, c'est le slide qui devait passer avant, mais je voulais juste parler parce que je travaille sur les paramètres européens et je voulais féliciter la France parce que c'est le premier pays qui a déclaré officiellement que le superviseur de la production virtuelle est un métier. Donc, messieurs, dames, alors, très bravo. heureux de l'apprendre. Oui, évidemment. vous êtes maintenant officiellement déclarés comme les personnes aptes à exercer votre métier. Et c'est hyper important parce que, par exemple, les écoles publiques comme Cinéfabrique et Méliès qui ont déjà équipé les murs LED, ils peuvent aujourd'hui fournir quelque chose qui est le plus important sur n'importe quel plateau, c'est les gens qui savent les manipuler. C'est ça et c'est pas juste la technologie. Et c'est pour ça qu'on est vraiment très content parce qu'en France, on va peut-être avoir une avance et fournir les main-d'œuvre qualifiées sur d'autres plateaux de tournage qui existent et qui évoluent tous les jours. Donc pour Sony, nous avons beaucoup d'évolutions dans ce domaine. On croit énormément dans cet univers. Donc nous avons les murs LED, Verona, Capri. Nous avons les caméras qui sont adaptées au niveau de tournage. Nous avons aussi notre système de tracking qu'on a sorti
pas sorti, mais on va sortir au mois de décembre. Et bien évidemment, toutes les pipelines qui vont permettre de préserver les couleurs. Et c'est pour ça qu'on était aussi super fiers de recevoir le coup de cœur de Satis pour notre système de tracking, parce qu'il répond aux besoins réels. Le tracking, aujourd'hui, on peut l'utiliser à l'extérieur et à l'intérieur. On n'a pas besoin de marqueurs et du coup, on n'a pas besoin de licence non plus. Donc, on a essayé de trouver un compromis qui correspond et au broadcast et aux productions virtuelles, mais aussi également sur le tournage pop-up, par exemple, quand on doit faire événement à durée limitée. Et du coup, moi, je voulais vous parler d'une proof of concept. Ça veut dire que ce n'est pas encore en réalité qui a été fait. On a préparé ça pendant 2 mois. Une chaîne télé et Union de broadcast européenne en Europe, il nous a demandé de faire le live avec les productions virtuelles. Donc, on a 6 décors qui étaient générés par Unreal Engine. Les acteurs ont joué dessus. Et nous avions 3 caméras qui étaient branchées avec 3 trackers et le mélangeur. Et on a fait le direct dans la chaîne SWA et on a projeté tout ça sur Twitch. Juste pour vous montrer la petite vidéo des tests, ça veut dire qu'en fait, on avait plusieurs acteurs et chaque acteur, il avait son background en 3D qui bougeait en même temps que les caméras. Je ne sais pas si on peut activer ce vidéo pour montrer, c'est très simple à comprendre. On a la même décor 3D qui évolue selon les parallaxes, mais en live. C'est ça la problématique aussi. C'est que ce n'est pas juste préenregistré. Et on peut voir qu'au niveau de lumière, on n'a pas de changement. On a une vraie réalité qui est visible. Les résultats de première production étaient vraiment très étonnants. Nous avons eu au début 3000 personnes qui étaient connectées, qui commandaient les acteurs qui devaient évoluer dans les décors différents. Et à la fin de l'émission, nous sommes arrivés à 6000. En fait, les gens, à la place de partir, il y avait de plus en plus de personnes qui connectaient. Et c'était une décoration, et il n'est pas que 3D, il y avait aussi les décors physiques qui étaient changés. Et l'expérience, elle était vraiment bluffante, et pour nous et pour les chaînes, parce que l'engagement de public, elle était là. Donc là, en fait, on ne parle pas uniquement de la production, mais on parle de production de direct avec multicaméra. Et ça, c'était la première fois qu'on a fait en Europe, et ça marche très bien. Je pense que c'est un exemple concret quand on économise les quantités de plateaux. Et là, on est donc sur un POC, et il y a une possibilité de transformation en quelque chose de commercial. C'est ça. En fait, prévu. c'est prévu dans le sens qu'aujourd'hui, on aura les résultats de ce concept. Et après, on va continuer à déployer ça parce qu'ils ont moins de studios physiques. Okay. Ils veulent avoir plus de flexibilité. Ouais. Ok. Bruno, toi, tu travailles au sein de la production publicitaire. Et comment la prod virtuelle peut être un levier économique dans un marché où voilà, chaque minute compte. On dit que la pub coûte cher, donc comment ça peut aider ce qu'elle coûte peut-être moins cher ou d'optimiser au moins la prod? En fait, au niveau des coûts, on n'est pas forcément moins cher quand on fait la production virtuelle. Parce qu'il y a quand même... on considère que les comédiens sont payés de la même manière, qu'il y aura le même droit à l'international, que les décors qu'on va créer en avant-plan, donc entre la caméra et l'écran, sont quand même des décors construits, donc on a besoin d'une grande qualité cinématographique, donc on fait vraiment appel à des décorateurs de cinéma. La fabrication des fonds, ça implique quand même d'avoir des artistes 3D, et suivant la qualité et suivant la complexité des décors, ça peut être quand même assez cher à produire. Donc en fait, nous, c'est pas forcément sur la production en tant que telle, c'est-à-dire de faire une économie relative entre un décor réel et un décor en virtuel. En plus, très franchement, moi je n'oppose jamais le réel avec le virtuel, parce qu'on ne va pas pouvoir se battre. Bon, ça reste quand même un outil. En revanche, là, ce qui va nous amener un plus, ça va être sur le fait qu'on ne va pas déplacer des gens. On va avoir un bilan carbone qui est quand même beaucoup plus intéressant. On vient de faire une publicité pour la BNP, on avait 60 décors.
à shooter, forcément 60 décors, on imagine ce que ça implique en déplacement, en équipe, etc. Là, on a tout fait dans le studio. Donc, alors les décors projetés, ce n'était pas du temps réel. C'était plutôt des plans fixes et c'était des photos ou de l'IA où c'était assez photoréaliste. Donc ça nous a permis quand même de shooter ces 60 décors. On les a fait en une journée. Bon, c'était du smash cut, hein, c'est-à-dire que voilà, mais avec une prépa énorme. Hein. On avait quand même bien préparé notre set et surtout on avait mis 5 caméras en même temps sur le même set. Voilà, ce qui nous a permis de vraiment pouvoir shooter ces 60 décors. Donc c'est le ratio entre le temps passé sur des décors réels et un décor virtuel où il nous suffit parfois d'un clic pour changer de décor. Alors forcément, il y a l'avant-plan qui peut aussi nous demander du temps à mettre en place. Ça dépend de ce qui est shooté, ça dépend du cadrage, ça dépend si on voit le sol. Voilà, donc tout ça est à prendre en compte, mais on ne peut pas... Pour moi, c'est difficile vraiment de comparer les deux, si ce n'est qu'on shoot beaucoup plus de décors dans la même journée que si on le faisait en réel. Donc ça, c'est le gros avantage. On nous demande de plus en plus, hein, on a les grosses marques type L'Oréal ou Coty, nous mettent devant un petit peu nos problématiques de dépenses carbone. Ils nous disent voilà, aujourd'hui, entre guillemets, la fête est finie. On ne va pas envoyer des équipes à l'autre bout de la planète pour aller tourner peut-être un plan qui peut se faire dans le studio. Si c'est juste un ciel, parce qu'il faut savoir que sur la beauté, parfois, on va au Chili, on part en Afrique du Sud pour filmer un ciel. Ça arrive encore aujourd'hui. Bon là, c'est plus le cas. L'avantage un petit peu de ce studio, c'est qu'ils ont réussi à faire un plafond qui est dans la continuité de l'écran du fond. Donc, ce qui nous permet de pouvoir faire de la contre-plongée, ce qui est un peu les shots qui se font la plupart du temps sur de la beauté. Et l'avantage aussi de l'écran, alors évidemment, j'ai Anna à côté et j'aurais adoré que notre écran soit un Sony. C'est un Samsung. Mais il a des gros avantages aussi, c'est qu'on peut tourner avec une Phantom. On peut tourner à 400 images secondes, donc avec la beauté, les cheveux qui volent, avec du ralenti, avec une Phantom, ce qui est assez rare et assez compliqué normalement à faire en studio virtuel. Donc oui, les workflows changent. C'est le plus compliqué à mettre en place dans les agences de publicité. C'est de pouvoir imposer une nouvelle manière de produire, c'est de se dire que les mouvements de caméra, ce n'est pas les mouvements de caméra qu'on aimerait avoir dans la réalité. Tout ça, c'est encore de la pédagogie, mais c'est vrai qu'au niveau de la sustainabilité des projets, voilà, ça amène quand même des solutions sympas. Et ensuite, ça on les connaît, hein, ces avantages, de pouvoir générer des environnements, de pouvoir être dans la même lumière pendant des heures et surtout d'être dans un endroit clos, confidentiel, sécurisé. On contrôle la météo. On vient de faire un film là, qui a été présenté hors compétition à Cannes. Toutes les séquences de voitures sous la pluie ont été faites dans un studio sécurisé. Toute la comédie, c'est un film avec Jodie Foster et Daniel Auteuil. Toute la comédie a été faite dans le studio. Ils étaient très contents, ils étaient sécurisés, ils avaient beaucoup d'échanges. Parfois, c'était des échanges qui durent plus de 6 minutes. On imagine de mettre quelqu'un au volant d'une voiture pendant 6 minutes sous la pluie, sur une route de campagne. Oui, forcément, la production virtuelle va nous amener à la fois le fait de ne pas déplacer une équipe, mais aussi la sécurité des comédiens, la sécurité de l'équipe technique qui, à la fin du shoot, nous a quand même beaucoup remerciés. Hey. Pierre-Marie et Patrick, là on parle effectivement d'installation fixe. Est-ce que vous voyez, vous, le développement de choses qui seraient un peu plus aussi hybrides, de studios mobiles, de tournées en plein air, enfin, comment vous voyez, vous, cet autre arc de possibilités? C'est vrai que voilà, il faut aussi, en tout cas moi je prône pour ça. Après je ne sais pas si mes camarades sont d'accord, mais la production virtuelle, c'est pas que les écrans LED pour moi. En effet, on va aller presque maintenant jusqu'à l'IA et le Gaussian splatting et la mocap, c'est le tracking caméra simple. Voilà, nous on travaille avec nos collègues de Spline un peu en ce moment aussi sur ces histoires de tracking sans marqueur. Aussi, on a hâte de voir les produits de Sony qui vont sortir.
Voilà, fabriquer aussi de la production virtuelle hors studio, c'est vraiment une demande qui se fait sentir. Maintenant qu'on commence que les producteurs et même les réalisateurs et les chefs opérateurs commencent à bien comprendre l'enjeu. Voilà, ils ont des nouvelles demandes. Sortir du studio, c'est vrai que le cinéma français en particulier n'a pas un grand amour du studio, même si c'est en train de changer. Donc en effet, cette capacité aussi à emmener ces technologies à l'extérieur, c'est vraiment des choses sur lesquelles on travaille. Ramener aussi du réel dans le studio. Voilà, je reparlais Gaussian splatting, mais voilà, développer des Tu peux outils. donner une définition du Gaussian splatting? Donc voilà, le Gaussian splatting, c'est cette nouvelle 3D, on va dire, c'est de la 3D 2.0. Donc c'est des petites ellipsoïdes qui vont fabriquer un décor très photoréaliste et à la fois très léger. Le Gaussian splatting tourne sur des appareils mobiles très simplement avec des résultats tout à fait satisfaisants. Et donc ça nous permet comme ça de créer des environnements et non plus comme on le faisait avant, c'est-à-dire avec de la modélisation, alors il y a encore énormément de limites à ce Gaussian splatting. Pour l'instant, il est fixe. Ça y est, il commence à y avoir du Gaussian splatting avec de l'animation, mais c'est encore un petit peu assez balbutiement. On reste dans une même lumière. Voilà, on n'est pas capable d'éditer cette lumière et de la faire bouger comme dans Unreal où on serait dans un moteur temps réel où tout le lighting réagit correctement. Et c'est pour ça qu'il faut de la puissance de calcul. Là, on est en effet bloqué dans cette reconstruction 3D qu'on aurait pu faire. Mais voilà, ces technologies-là aussi ouvrent de nouvelles portes. Pour des lieux inaccessibles où au lieu d'emmener toute une équipe de tournage, paf, on envoie deux bonhommes qui nous scannent l'environnement. On peut le ramener au studio, on peut donner ces technologies. Voilà, les tontons truqueurs, on travaille actuellement aussi sur un petit outil, notamment pour faire du storyboard et des animatiques. Et donc, on envoie lors du repérage, on envoie son gars qui nous scanne le décor. On obtient le décor, on peut préparer son animatique. On retrouve en studio, soit fond vert, soit LED, le décor réel. On a préparé toute notre shoot et paf, on peut shooter. Donc c'est aussi ça la production virtuelle. C'est mieux préparer son tournage, beaucoup de prépa qui vont remplacer beaucoup de post-prod. Et c'est vrai que ces nouveaux outils-là, c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup. On pense qu'il y a un vrai avenir à proposer ça, que ce soit en termes de confort, de sécurité, et aussi, voilà, tu t'en parlais très bien, mais c'est des études environnementales. Voilà, à Vendargue, et notamment notre série quotidienne dans ces grands soleils, on a la chance d'avoir les 3 étoiles de EcoProd, et c'est pas pour rien, c'est aussi grâce à notre travail sur la production virtuelle. Tous nos rulings sont internalisés du coup sur les écrans LED. Ça fait énormément de déplacements en moins. De plus en plus, les équipes rentrent en studio. On était parti avec une équipe en studio, 3 dehors. On est quasiment à 2, voire 2,5 équipes en studio maintenant. Et tout ça, voilà, ça fait des déplacements en moins, ça fait énormément de logistique en moins, et donc beaucoup moins d'émissions de carbone aussi. Donc on pense que voilà, c'est des nouvelles pistes qui vont ouvrir à la fois la créativité d'un côté et de l'autre augmenter la productivité des équipes de tournage. Avant de passer la parole à Patrick, on peut peut-être voir la bande démo des tontons truqueurs pour se donner un peu justement une idée de ce que la société réalise. Ouais, je peux rapidement la commenter, elle n'est pas très longue. Donc voilà, ça c'est les écrans LED. Donc voilà, on a vu un peu de 3D. Là c'est vraiment la voiture, donc tout ce qui est séquence de rouling. On a aussi développé, voilà, on s'est acheté une maquette de tram, donc on a un tramway aussi qu'on peut mettre devant les écrans qui nous permet de faire du tramway en studio. On a aussi développé le cas d'usage de la moto, voilà, avec un petit stand moto qu'on est capable de manipuler. La mocap, voilà, on fait à la fois des prestations pour d'autres, mais aussi c'est ce qui nous permet de créer toutes nos animations dans les environnements 3D. Donc tout ça c'est de la 3D. Donc on est capable comme ça de créer de la figuration virtuelle. Ça aussi, voilà, créer à partir de tourner dans un espace de 200-300 mètres carrés et à l'image, on a la sensation d'être dans des espaces géants. Ça, c'est vraiment un cas d'usage qui est très fort. Voilà, le supermarché est très parlant pour ça. On construit 2 rayons
et on est dans cette super structure de supermarché. Bien entendu, on fait des travaux un peu plus traditionnels avec des choses à l'extérieur. C'est là où on attend beaucoup aussi du tracking à l'extérieur pour accélérer ces workflows. Parce que pour l'instant, c'est quand même encore pas mal à la main sur certains aspects. Ça, c'est du ruling 3D qui date un peu déjà. Là, donc là, on est plutôt sur du travail de post-production un peu traditionnel, qui fait aussi partie de notre bande démo. Et ça, c'est aussi, c'était un peu le début des voitures dans notre studio. Et en effet, notre producteur a voulu faire une course-poursuite. Et donc, on a fait l'entièreté de la course-poursuite dans le studio avec une partie complètement 3D et les parties, on n'avait pas encore les LED à l'époque. C'est vrai que ça date un peu. Mais on aime bien cette course-poursuite. Donc un studio assez diversifié, hein, donc de la 3D et beaucoup de production virtuelle. On aime beaucoup tourner sur les plateaux quand même. Patrick, je crois que c'est un peu ton dada, tout ce qui est aussi tracking, motion tracking, recréation de personnages. Oui, alors en ce moment, je bosse pas mal sur le tracking aussi GPS. Ce que je trouve intéressant aussi avec les nouveaux outils en fait, de tracking caméra, c'est qu'on peut très bien partir en extérieur, enregistrer les données, les rejouer aussi en fait sur un bras robotisé par exemple en fait dans un studio virtuel, passer aussi en fait les données en post-production. Donc vraiment maintenant on a un workflow en fait qui est assez fluide. On peut le montrer sur la vidéo aussi. Moi je bosse avec un système qui est l'ancien système NCAM qui est Zeiss, où ils ont un système justement d'enregistrement en fait, des données qui permet aussi donc du coup de l'utiliser en post-prod, de récupérer aussi les déformations qui sont liées à l'optique. Donc comme maintenant Zeiss fabrique en fait des optiques, ils ont les données, ils les intègrent directement. Donc en fait il y a un système X2D qui permet de récupérer ces déformations, qui évite de faire en fait une calibration optique trop poussée. Et ça permet en fait de faire des intégrations dans des décors en fait, et que ça soit finalement fluide à toutes les étapes en fait du travail. Évidemment, ce qui est bien maintenant, c'est qu'on peut traquer des marqueurs, on peut traquer en fait finalement l'environnement qu'il y a autour, on peut même traquer et ça Anna en a parlé avec le multicaméra, mais on peut projeter aussi finalement des patterns dans le mur de LED. Un mur de LED aujourd'hui ça tourne à haute fréquence. La fréquence vidéo on est à 25 ou 50 Hz. Et donc évidemment on peut faire du multicaméra, on peut projeter plusieurs environnements pour chaque caméra, c'est ce qu'a fait Anna en fait dans la démo. On peut aussi faire plusieurs sorties, c'est ce qu'on appelle le ghost frame. Vous avez par exemple un décor, vous voulez sortir avec 2 sponsors différents, ça vous permet de sortir une version avec le sponsor 1 et sponsor 2. Donc ça c'est plus en broadcast. Et voilà, en fait c'est des systèmes maintenant qui sont plus faciles à utiliser. Moi quand j'ai commencé à utiliser les systèmes, c'était vraiment un cauchemar de les calibrer. Maintenant ça devient pas plug and play, mais quelqu'un qui connaît fait une calibration. Et c'est vrai que maintenant, il y a des formations qui permettent de former sur ces outils-là. Donc, évidemment, on va trouver de plus en plus de personnes formées sur ces métiers et sur ces utilisations. On a déjà donné le mot tout à l'heure, IA. C'est vrai qu'on en parle beaucoup sur cette édition du Satis. Comment l'IA peut s'intégrer dans ces workflows ? Anna, est-ce que c'est déjà des sujets qui sont pris en compte ? Comment ça intervient entre la caméra, la calibration et aujourd'hui même les trackers ? C'est une bonne question parce que l'IA aujourd'hui il est perçu de manière différente. Il y a l'IA qui va permettre d'augmenter on va dire la créativité. On va faire les films sans caméra, etc. Et on a aussi l'IA qui est au service de professionnels au niveau d'amélioration de procès. Pour nous, c'est plutôt le deuxième cas. On intègre dans nos produits, par exemple, les détections de visage sur les caméras PTZ, ou par exemple, on s'appelle ça Simplified Life. C'est quand on a une match de basket qui est en train de jouer, on a 3 caméras qui le filment et on propose les pré-montages
qui est déjà fait par rapport à ces caméras, parce que bon, le match de basket, bien évidemment, on peut exprimer la créativité, mais la plupart du temps, il faut juste capter l'action, etc. Donc, il y a certains niveaux de IA qui interagissent. Et je pense que pour la production virtuelle, les prompts des images, on ne filme jamais les murs LED. On va voir l'image sur le mur LED, mais on ne le filme jamais. Donc, la définition est importante pour capter l'image, mais l'image en elle-même qui est projetée, elle est quand même, dans certains cas, elle est secondaire, elle fait juste le fond, il fait l'habillage, entre guillemets. Et pour cela, IA, il peut être assez intéressant, à mon avis, prompter quelque chose pour faire des essais de regarde comment ça va réagir pour calibrer les lumières, c'est tout à fait faisable. Comment vous utilisez sur je dirais la pub IA et quelle est je dirais la relation avec les annonceurs et avec les marques? Est-ce qu'il y a des tabous qui se lèvent? Comment ça se passe? Alors la politique, on va dire, globale de Publicis qui s'installe, qui s'intéresse à l'IA depuis très longtemps, puisqu'ils ont carrément développé des outils IA en interne, des outils IA qui ont l'aval de certaines marques pour ne pas réutiliser des images dont ils n'ont pas les droits. Donc ils ont vraiment beaucoup travaillé sur ces process-là, et on a certaines IA qui sont interdites ce que je trouve normal. En tout cas, tout ce qui concerne la comédie, les personnes, ça c'est no way. Si on voit pas les visages, ça peut aller sur, ça reste des silhouettes, c'est possible, mais tout ce qui va être vraiment incarnation, voilà, pour l'instant ils se l'interdisent, même si certaines marques poussent un petit peu pour le faire. En tout cas, nous, dans le quotidien du studio, l'IA nous sert à faire des fonds, voilà, quand c'est de l'image fixe. On peut aussi faire des fonds en IA en vidéo. Alors ça reste très limité parce que évidemment les IA aujourd'hui, on va dire qu'on va pousser à 1080p le maximum qu'on peut avoir. On va pouvoir upscaler avec des outils, avec du topaz, etc. Mais au final, on va l'afficher sur un écran qui fait 12K. Donc l'image va être quand même très moche. Si on la contraint à un cadre particulier, ça peut très bien marcher. Donc voilà, on essaie, nous on pousse en tout cas tous les curseurs pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Bon, faut savoir que quand on utilise une image sur un écran LED, elle a été prise dans un certain axe de caméra avec une certaine lumière. Donc tout ça, il va falloir nous le reproduire devant le mur. Donc ça implique aussi un autre workflow. Mais c'est intéressant. Aujourd'hui, il y a des solutions comme Blender qui proposent de prompter directement dans de la 3D. Je pense que Unreal Engine va y arriver dans pas longtemps, hein, ça va être le cas. On va pouvoir prompter directement dans les environnements. Nous, aujourd'hui, on se sert beaucoup d'un workflow où on crée des patterns dans Blender ou dans 3ds Max, on crée des mouvements dans des décors et ensuite on vient plaquer de l'IA par-dessus, c'est-à-dire qu'on vient retexturer dans ces mouvements-là. Donc ça nous donne une image de référence au départ dans le mouvement, ce qui nous permet de pouvoir automatiser certains décors qui défileraient. Si on met quelqu'un qui marche sur un tapis et on a besoin de la vitesse, donc ça nous on l'a déjà éprouvé, ça fonctionne plutôt pas mal. Et je pense que l'IA avançant, alors je parle d'IA générative d'images, hein, ça avance très vite, hein. Il y a 1 an et demi, on ne pouvait pas mettre une image IA dans le mur, c'était une catastrophe. Aujourd'hui, on peut afficher une image plein pot en 16K. Donc c'est possible, en tout cas sur de l'image fixe. Sur de la vidéo, on n'en est pas encore là, mais ça nous permet de pouvoir faire un peu de compositing aussi quand on a de l'image fixe et de pouvoir un peu l'animer. On utilise aussi la 2,5D, ça on utilise beaucoup, c'est-à-dire qu'on va créer des plaques à des différentes profondeurs qui ont été sur certaines images créées en IA, donc avec un très bon niveau de réalisme. Et bon, c'est le principe des calques un peu Photoshop. C'est une invention qui a été faite par Disney, hein, je pense que c'était Blanche-Neige, voilà, c'est un procédé qui existe depuis très longtemps. Et ça, on l'utilise dans les studios, dans Unreal. Hein, on utilise Unreal, c'est-à-dire qu'on va créer plusieurs plaques dans Unreal.
Le seul problème, c'est qu'on ne maîtrise pas la lumière. La lumière, c'est la lumière c'est un peu comme dans le Gaussian Splat, exactement. Voilà, la lumière existe déjà. C'est vrai que je pense que vraiment le Gaussian Splat, j'adhère complètement, ça va être un peu l'évolution de ce qui va se passer pour avoir des environnements de plus en plus légers et qui vont nous permettre justement, et c'est en train de venir, parce que nous on a déjà fait un peu des tests, on peut un peu changer la lumière, mais il faut quand même que le Gaussian ait été super bien fait. Mais c'est des process. Et l'IA nous amène tout ça. Donc, en tout cas, pour nous, c'est dans la fabrication de contenu qu'elle reste le plus intéressant. Et aussi dans les VFX. C'est-à-dire que là, de plus en plus, nous, on rajoute sur des images qui ont été déjà filmées des effets spéciaux. On fait, pour certains, un peu d'extension de scène. Et parfois, même sur des plates qu'on a tournées, avec l'IA, on enlève certains éléments, on rajoute un peu d'image. Donc voilà, ça fait partie des process du quotidien. Et surtout, c'est quand même beaucoup, beaucoup moins cher que de le faire des environnements full 3D, quoi. Pierre-Marie? Alors nous, l'IA aussi, hein, c'est un sujet en effet qu'on travaille assez depuis 6 mois, je dirais. Voilà, avec beaucoup de pistes. On voit, voilà, il y a des générateurs aujourd'hui de Gaussian splatting. Hein, on peut uniquement un texte to Gaussian splat. Il y a aussi à partir d'une image ou de plusieurs images to Gaussian splat. Ça, c'est vraiment des technologies qui nous intéressent beaucoup. On suit aussi, voilà, on peut le citer, un gros groupe qui s'appelle Google qui développe quand même aussi une IA 3D d'environnement promptable en temps réel. Bon, ça c'est quand même, ça pourrait un peu changer le game. Je sais pas si tu as vu les dernières démos là Oui, on a vu, on a essayé de les mettre sur le mur. Pour l'instant, c'est pas encore ça, mais ça arrive en très, tout cas, très vite. on voit que ça arrive. Après, d'un point de vue, voilà, d'un point de vue plus factuel, on va dire, enfin plus du moment, on va dire. Nous, voilà, on fait exactement un peu ce que tu viens de dire, avec en effet des petits ajouts. Si ceux qui suivent un peu la série, vous allez voir de plus en plus d'animaux, par exemple, dans notre show. On prépare par exemple une grosse séquence aussi dans notre tramway, voilà, avec beaucoup d'IA, une séquence un peu onirique. Donc c'est des choses qu'on commence à toucher. On reste un peu prudent aussi sur l'utilisation. Mais c'est des choses que, voilà, de toute façon, on doit s'y intéresser. Bien sûr, on a bien compris que sinon, on n'allait plus exister assez rapidement. Donc, c'est vraiment des technologies qui viennent accélérer la fabrication, mais à la fois qui viennent augmenter la créativité. Nous, c'est aussi ça notre mot d'ordre. On se dit, sinon, on le ferait pas. Donc on peut le faire en IA. Si on savait le faire autrement, on le fait autrement, mais si on ne sait pas le faire et qu'on ne le ferait pas, on va le faire en IA. Je pense par exemple, c'est déjà diffusé ça par exemple, hein. Voilà, on fait ce qu'on appelle des plans de complément. On va tourner des accidents. Voilà, maintenant, ça y est, maintenant il va y avoir aussi de plus en plus d'accidents. Ça a très bien fonctionné. Avec des agneaux ou pas? Parce que je sais ce Et donc voilà, on va tourner la situation avant l'accident, après l'accident, et on va se faire ce plan d'accident en IA. Ça, c'est des choses qui nous permettent de rajouter un peu du spectaculaire au show, et à la fois, voilà, sans exploser les budgets. Donc on a cette approche-là, et après il y a aussi, on a aussi notre laboratoire de recherche, notamment où on développe notre outil de storyboarding. Mais par exemple, on pense aussi à des développements comme augmenter la profondeur de la couleur de ces images qui sortent. Hein. Ces images, elles sont un peu crado, hein, il faut le dire. Hein, c'est beaucoup. Elles ont appris sur du 8 bits en Rec 709, un peu dégueulasse. Donc c'est vrai que si on arrive un peu à arranger ces images, leur redonner de la profondeur, ça aussi grâce à l'apprentissage. Ça nous permettrait quand même d'exploiter un peu mieux ces nouvelles images. Donc c'est aussi des sujets de recherche qu'on souhaite aborder. Et Patrick, même question. Oui, alors il y a plusieurs usages. Déjà, automatisation des tâches. Si on a vraiment des choses répétitives à faire, on utilise l'IA, c'est
c'est mieux que de passer du temps devant un ordi alors qu'une machine entre guillemets peut le faire. Moi, je développe aussi en fait une solution pour capturer en fait les enveloppes humaines, donc en fait aussi bien la tête que le corps. Donc vous pouvez passer la deuxième vidéo. Et en fait, l'IA va permettre. Donc l'idée, c'est d'avoir une solution peu chère et qui est alignée avec le marché du broadcast digital pour faire des avatars. Vous allez voir le résultat derrière. En fait, on a une qualité qui est ce que vous voyez à gauche, en fait, c'est ce qui sort directement d'un logiciel de photogrammétrie. La deuxième partie, c'est reprojeté sur en fait un base mesh MetaHuman. Et le troisième, en fait, c'est les cheveux nettoyés pour refaire des cheveux. En fait, donc refaire vraiment les splines des cheveux en 3D. Et donc ça, c'est une IA qui fait ça et qui permet de remettre la perruque en fait de la personne sur la tête de la personne. L'IA va aussi servir à prendre cette texture. Donc là, enfin, on peut sortir une texture 2K, 4K, mais on va pas avoir par exemple les pores de la peau. Donc il y a une société française qui s'appelle Texturing XYZ qui a développé un outil qui s'appelle SCAP, qui n'est pas encore sorti, et qui va permettre à partir en fait des photos de refaire en fait les pores de la peau. Donc voilà, c'est des usages d'IA où on va améliorer la qualité en fait des avatars générés. Et cette séquence aussi, c'est un autre outil que je développe qui est un outil de visualisation 3D où là l'idée c'est à partir d'Unreal Engine, c'est de récupérer des datas, donc des squelettes des joueurs de foot en temps réel et de pouvoir naviguer en fait dans la vue 3D qui est quasiment générée, qui peut être générée quasiment en temps réel. Donc il y a des systèmes qui existent, d'ailleurs Sony en fait un, puisque Société Okai. Moi j'ai bossé avec eux en fait sur du tennis. On n'a pas bossé sur du foot, mais voilà, il y a une occasion du coup. Et donc l'idée, c'est d'avoir un fonctionnement comme dans YouTube. On a une timeline, on peut se déplacer dans la timeline. Donc là, on va browser à l'intérieur des datas. On a un tas d'outils, on peut dessiner des flèches, déplacer les joueurs, faire aussi finalement des stratégies de jeu en liant des joueurs pendant qu'on joue en fait. Et tout ça en fait est piloté avec un écran tactile. Donc tout ça est piloté en fait avec 2 doigts. Et accessible à n'importe qui, c'est-à-dire du public comme des professionnels, enfin journalistes, sportifs. Et là, les images, les datas captées sont via une caméra ou c'est des marqueurs sur les joueurs? Non, là en fait c'est des séquences, enfin il n'y a aucune animation d'ailleurs, D'accord. C'est une version de test pour le développement. Mais donc dans l'idée évidemment c'était de capter les enveloppes des joueurs, faire leurs avatars et pouvoir faire rentrer des données live pendant un match en fait de foot. Et donc du coup d'avoir la vue 3D du match de foot pendant que le match se déroule. C'était un peu ta slide d'introduction, Anas. Tu as parlé justement de la certification en tant que Virtual Production Manager, je ne sais plus le terme exact, là, de superviseur. Superviseur Voilà. Non, c'est un vrai nom, donc il faut On le respecte. Oui, en fait c'est un métier reconnu maintenant. D'accord. Donc quand on dit reconnu, c'est qui existe. Du coup, C'est ça. C'est plus des ghosts. Ok. Exactement. Et donc si on met le doigt sur la formation, ça c'est effectivement c'est le top de l'échelon, mais est-ce qu'il y a d'autres métiers qui doivent se développer, s'apprendre, ou c'est de l'apprentissage de métiers existants? Comment vous voyez-vous cette évolution? C'est-à-dire c'est qu'on une va- patate chaude là que j'ai donnée là. Non, Ça va. c'est hyper intéressant. C'est hyper C'est très très intéressant. Et c'est-à-dire que quand même, on va avoir besoin de développeurs. Il va y avoir besoin de superviseurs de virtual prod. Mais on le voit, alors je sais pas, en tout cas nous on le voit à notre échelle, Tonton Trucker, notre salle développeur grossit petit à petit et on sent qu'on va en avoir besoin de plus en plus. Donc ces nouveaux profils, on parlait de la formation de Méliès qui a créé ce nouveau master, qui est très intéressant pour produire ces nouveaux superviseurs.
Mais en effet, aussi à côté de ça, j'aime bien aussi, on est partenaire d'ailleurs de Méliès, mais on est aussi partenaire de nos camarades de Louis Lumière et Polytechnique qui montent le master, qui vont eux plutôt être sur ces développeurs d'outils. Ça me semble presque près du monde de la recherche. Donc ces gens-là, en tout cas, on va avoir besoin de ces gens-là qui vont inventer ces nouvelles technologies, qui vont les préparer au monde du tournage, les sortir des laboratoires pour nous les amener. Ça, c'est vraiment un nouveau maillon de la chaîne. Bien sûr, il y a toujours eu de la recherche en computer graphics et chez toutes les boîtes de VFX, mais là, comme on utilise de plus en plus d'outils, ces IA, voilà, savoir créer des datasets, entraîner des modèles, créer des applications très spécifiques, maîtriser aussi ces datasets. Hein. Il me semble que ça, c'est extrêmement important. On va pas... Voilà, moi, je ne nous projette pas à créer des modèles. En revanche, je nous projette à les entraîner sur nos propres datasets. Et ça va être de la manipulation de data. C'est des profils qui sont assez nouveaux dans nos studios. On n'avait pas forcément ces profils-là il y a encore quelques années, ou en tout cas pas aussi nombreux qu'on va en avoir besoin désormais. Donc ça, à mon avis, c'est ça aussi un peu les nouvelles compétences qu'on va attendre dans nos studios, je pense. Et quel est le regard des directeurs photo, des réalisateurs ? Il y a toujours, pour ceux qui n'en ont jamais fait, il y a beaucoup d'appréhension, toujours. Parce que le directeur photo, il a toujours l'impression qu'on est en train de lui voler un peu une part de son travail. Alors que très vite, quand il vient dans les studios, il se rend compte que c'est un outil, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il va commencer à modeler la lumière avec les écrans, avec sa lumière en plus, mais ça devient vraiment une matière de lumière en soi. Les réalisateurs, pour certains, ils trouvent que c'est une contrainte, parce qu'en fait, on les rentre dans une espèce de cadre et on leur dit, voilà, en fait, ça, c'est ton jouet, et il ne faudra pas sortir de ce jouet-là. On a eu le cas la semaine dernière avec un réalisateur qui n'avait jamais fait de production virtuelle. C'était un Espagnol un peu ouf, mais qui était assez drôle. Et il y a eu un moment où il ne comprenait pas qu'il ne pouvait pas vraiment faire 10 000 mouvements de caméra dans la même séquence. Finalement, il a compris. Voilà, on l'a beaucoup accompagné. C'est un peu notre rôle. Donc oui, il y a une petite appréhension. En revanche, il y a pas mal de réalisateurs qui trouvent que c'est un outil incroyable. Et souvent, quand les réalisateurs prennent l'outil en main et se disent que voilà, ça c'est mon nouveau jouet, je vais écrire quelque chose pour que ça soit tourné dans cet outil-là. Alors je dis pas que tout le film doit être comme ça, hein, mais en tout cas pour la pub, dès qu'ils commencent à prendre l'outil et se dire que c'est un petit peu un nouvel environnement où oui forcément il va pas faire tout ce qu'il veut au niveau de la position des caméras, mais ça lui donne la possibilité d'étendre le décor. On l'a vu dans tes décors où on se retrouve avec des horizons qui sont à plusieurs kilomètres. Voilà, ça devient un outil qui est hyper intéressant. Dans les réalisateurs qui sont choisis, en tout cas pour les publicités qu'on fait au studio, on met un point précis sur le fait qu'il faut que ça soit quand même des gens qui l'aient déjà fait, pour pas qu'on perde de temps. Ou alors, il faut qu'ils viennent vraiment très en amont pour qu'ils comprennent un petit peu comment les choses se passent. En revanche, on accueille aussi pas mal de prods externes, et très souvent, quand les prods externes arrivent, les réalisateurs, eux, ont eu la volonté de venir. C'était plutôt une commande de l'externe. Alors là, en revanche, c'est au niveau de la pédagogie, ça va très vite. Il sait exactement ce qui va tourner. Et donc, ça, voilà, on n'a pas besoin de devoir expliquer pendant des heures ce qui se passe. Il y avait un petit exemple quand on a tourné la semaine dernière où il y a un effet visuel incroyable. C'est que quand tu approches la caméra de l'écran, le décor visuellement recule parce que en fait l'optique fait que, et les gens ne comprenaient pas, ils disaient je comprends pas pourquoi la tour qui est dans l'écran, quand je m'approche, elle ne s'approche pas de moi, et le débat a pris 1 heure, on a perdu presque 1 heure pendant le tournage. Donc voilà, c'est quand même important aussi de comprendre où on en est parfois avec les réalisateurs. Les directeurs de la photo, franchement, c'est assez cool. Et ils sont assez gourmands de ça. Parce que très souvent, ils se disent mais je vais mettre moins de matériel.
En revanche, je vais vraiment bien travailler les bonnes directions de lumière. Et ça, c'est un game changer. Non, il y a un vrai travail d'éducation à faire. C'est vraiment de l'éducation et en fait, tous les métiers. C'est pas juste la personne derrière la caméra. C'est théoriquement quelqu'un qui fait du décor réel. On devrait pouvoir l'amener à faire le même travail dans le virtuel. Et donc, il y a tout un tas de métiers comme ça parce que finalement, travailler dans un studio virtuel, c'est un travail collaboratif. On peut aussi fabriquer des choses, mais on peut aussi récupérer des choses, les adapter pour qu'on puisse les projeter en fait dans le mur. Évidemment, la formation elle est clé parce qu'il faut quand même avoir des personnes qui sont formées. Quand on parle de tracking caméra, que la personne sache aussi ce que c'est, quoi. Et si on veut travailler, évidemment, il y a aussi le côté pré-production, post-production. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit faut faire plus de travail en pré-production, et oh là, parce qu'en fait, la personne considère qu'on va faire la pré-production plus de la post-production. Mais ça veut dire que si finalement on fait plus de pré-production, on est censé enlever du travail en post-prod. Donc après, moi, je parle pour finalement les usages qu'on a en broadcast et finalement, si on ramène du travail en pré-production, la post-production est censée être très très limitée. Très bien. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, vous avez une... Bonjour Virginie, merci, c'était vraiment passionnant. J'avais une question pour rebondir sur un aperçu qu'a donné Patrick tout à l'heure. Vous réalisez beaucoup de matériaux, d'assets pour tous vos tournages. Est-ce que vous les recyclez? Est-ce que vous les archivez? Est-ce que ce sont des matériaux que vous pouvez réexploiter ou que vous envisagez de réexploiter? C'est très compliqué de réutiliser des assets, pour être tout à fait honnête. La plupart du temps, ça a été fait pour une production. Donc je pense que la production n'est pas hyper fan pour qu'on les réutilise. En revanche, oui, on peut recycler certaines choses, mais ça veut dire que de toute façon, on va recréer tout un monde. Une des premières questions qu'on nous a posées quand on a monté des studios, c'est est-ce que vous avez une forêt? Est-ce que vous avez un désert? Est-ce que vous avez une montagne? Oui. Mais il va falloir qu'on refasse tout parce que vous n'allez pas vouloir peut-être le même arbre, le même rocher. Voilà. Et en fait, on reprend un peu tout. Donc la réutilisation, on n'a pas un catalogue d'assets. On doit refaire à chaque fois. Enfin oui, forcément, comme c'est le Unreal Engine, c'est un logiciel d'assemblage. C'est-à-dire qu'on prend des choses un peu à droite à gauche. On va chercher dans des assets de 3D purs. Et ensuite, on refait la texture, etc. Mais je pense à n'avoir jamais utilisé 2 fois le même asset. Patrick, et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un métier pour ça, de créer des librairies En fait, sur la vidéo que j'ai montrée tout à l'heure, il y avait un exemple de foot. Aujourd'hui, on peut faire un stade avec une technologie qui s'appelle PCG. Donc en fait, on va finalement spawner, c'est-à-dire projeter en fait, des éléments 3D. En fait, le public que vous avez vu tout à l'heure, en fait, il y a 5 modèles de personnages qui sont finalement répartis sur des splines. Donc en fait, ça évite de faire la modélisation du stade. On va juste faire la modélisation des parties qui se répètent et finement les agencer sur des splines en fait. Et donc évidemment dans le foot, l'idée si on va plus loin, c'est avoir tous les stades. Donc évidemment pour éviter d'avoir trop de poids, on ne fait pas les stades full qualité. On va faire des parties du stade qu'on va répéter et qui donneront l'illusion d'avoir le stade. Et donc ces assets, évidemment, on va les réutiliser. C'est-à-dire que si quelqu'un veut faire l'analyse d'un match au Stade de France, on va faire le Stade de France une fois. Et à chaque fois qu'on aura un match au Stade de France, on va ressortir les assets. Sur les avatars, c'est exactement la même chose. L'idée, c'est d'avoir un double numérique d'une personne dans une qualité suffisante pour un usage broadcast. Là, c'est pareil, on va conserver l'asset. Et essayer de le réutiliser en finalement faisant attention au droit à l'image en fait, de la personne. Ça, en tout cas, moi je dirais que c'est un peu à la carte, un peu la réponse un peu entre les deux. C'est-à-dire, oui, ouais, c'est ça, on les a, les déserts et les forêts. Mais comme il dit à chaque fois, tu lui dis, voilà, c'est ça la forêt. Ah ouais, mais la mienne, elle est plutôt comme ci, comme ça. Et du coup, il va falloir l'éditer, la travailler. En revanche, on a quand même des bases. On va dire que c'est à la carte. Soit on prend un truc tout fait,
soit tu prends le truc tout fait qu'on vient modifier, soit on crée un truc rien que pour toi. Et là, après, on ne le réexploitera plus parce que c'est ton truc que tu as acheté. Et on va dire que les trois sont possibles. Vraiment, c'est vraiment en fonction du client, de son désir et de son besoin surtout. Mais en effet, après, il y a ces librairies que quand même on peut exploiter. Et puis même, après, on se crée aussi nos librairies parce que quand on crée un asset, nous, par exemple, on fait beaucoup de rolling 2D, donc projetés sur les écrans, hein, donc des paysages qui avancent. En effet, voilà, petit à petit, quand même, au fil des années, on s'est fait des librairies de nos plates de rolling qu'on peut proposer. Mais là aussi, voilà, par exemple, en long métrage, ils préfèrent avoir leurs propres images que des images déjà toutes faites et déjà tournées dans d'autres shows. Donc, il y a des bibliothèques qui se créent et elles sont plus ou moins éditables en fonction des demandes, quoi. Un dernier mot, Anna? Oui, je voulais juste dire par rapport aux réutilisations. Aujourd'hui, les séries télé, les séries high-end ou les séries quotidiennes, de plus en plus commencent à adopter ces technologies parce qu'on a les séries avant, épisodes, après on a plusieurs, parfois le retour en arrière. Et comme on a parlé de réutiliser exactement le même appartement, le feu de cheminée qui était là, quand nous avons tourné quelques mois plus tard, c'est une chose, mais quand c'est déjà des années, et il y a des séries qui durent des années, qui vont après reprendre le décor qui existe déjà, stocker un décor 3D, c'est beaucoup plus simple que de stocker des vrais assets. Donc, dans l'avenir de séries à long terme, c'est quelque chose qui est au niveau de production est extrêmement intéressant au niveau de, comme on a parlé de questions de sustainability, mais aussi on a parlé de questions de recyclage de décors. Effectivement, c'est plus on a les productions qui l'ont et prévues, plus on a les réutilisations. Après, il y a aussi une chose, c'est que conserver des assets, quand vous avez un gros volume d'assets, il faut gérer cette base de données. Ouais. Donc là, c'est aussi un vrai travail. C'est un autre métier. Alors, dernière question est très rapide et réponse très rapide aussi. Bonjour. Donc on parle beaucoup de vidéos. Est-ce que vous pensez que l'avancée des technologies peut aussi révolutionner notre média qui est la photo? Vous qui avez des studios. Voilà. Moi, je voulais vous donner un exemple très concret. C'est une base de données de photos qui était faite pour une année pour une marque des voitures et des pneus de voitures. Et en fait, à la place d'aller dans les 3 pays pour faire tous les assets pour les photos, c'était juste pour des catalogues, pour montrer. C'était fait en studio avec d'ailleurs double captation parce que les caméras, elles étaient utilisées comme un appareil photo dans le sens qu'on filme, mais on prend des frames qui sont très définis et on le replonge sur les photos. Oui, mais c'est très populaire et ça marche super bien. Et il y a toute une galerie de photos qui est créée et c'est très, surtout dans le corporate et publicité, très utilisé. Alors, nous, on fait quand même pas mal de print au studio. C'est-à-dire qu'on tourne des publicités, mais on a quand même aussi pas mal sur la publicité, on doit sortir ce qu'on appelle du print. Donc, on a de la photo qui se fait, beaucoup au studio. Alors, il y a de la retouche, toujours. Il y a toujours de la retouche parce qu'on connaît ce métier. C'est de la retouche permanente. Alors, forcément, oui, l'IA intervient beaucoup quand on doit étendre un peu certaines images, quand on n'a pas il va falloir refaire une partie du décor. Mais c'est utilisé quand même pas mal en photo, le studio. Ça fait partie en fait souvent du même combo que la publicité elle-même. Après, pour faire de la photo plus artistique, pour l'instant, on n'a jamais eu le cas. Alors, il y avait une campagne que j'ai faite dans un autre studio, effectivement, qui était assez intéressante, puisqu'ils sont restés 3 semaines et que ça leur a coûté 2 fois moins cher que s'ils avaient dû le faire en réel. Donc ça, c'est un des usages qui peut être vraiment très, très, très intéressant. Très bien, on va s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez venir voir nos speakers, je dirais, en direct. On peut les applaudir.